Mesdames et messieurs, bienvenue et merci de regarder RTI 1. Nous sommes en direct d'Abidjan. Voici les titres de cette édition. La communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, CEDEAO, forme ses États membres sur le commerce international des services. Les experts issus des pays membres ont pu analyser l'état des statistiques du commerce international des services dans cette zone. Hier, c'était la journée nationale de la solidarité. Le gouvernement ivoirien, lors de cette journée, a décidé de redynamiser le Fonds national de la solidarité au profit des populations. Mais ce fonds reste encore méconnu. À qui est-il destiné? La réponse avec Gabriel Zani dans cette édition. L'ouragan Harvey a touché terre hier vendredi soir sur la côte du Texas. Le président américain Donald Trump a déclaré l'état de catastrophe naturelle dans cette partie des États-Unis d'Amérique. Nous vous le disions dans nos titres, la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, CEDEAO, a organisé ici à Abidjan une session de formation sur le commerce international des services. Les experts issus des pays membres ont pu analyser l'état des statistiques du commerce international des services dans cette zone. Jean-Luc Gbangbo au Kwame Reportage. Malgré un apport estimé en 2015 à près de 50% dans la formation du produit intérieur brut de la CEDEAO, le secteur des services souffre d'une absence de données statistiques. Les statistiques liées notamment à l'accès aux services de transport ou de télécommunications restent encore mal circonscrits. L'atelier d'Abidjan vise donc à mettre en place au sein de la CEDEAO des statistiques fiables. Il est indispensable de disposer de statistiques fiables et comparables. Ces éléments du savoir nous permettent de dresser l'état de la société, de mesurer ses transformations et d'envisager ses évolutions. La Côte d'Ivoire, en tant qu'État membre de la CEDEAO, attend beaucoup de cette session de formation. Vos travaux pourraient aider à identifier les contours du secteur des services de la région, cerner les contraintes de la collecte des statistiques des services, proposer les voies et moyens permettant de les lever, doter la région d'outils adéquats pour la collecte des données et mettre en évidence un cadre approprié de collaboration au niveau régional pour le développement des statistiques des services. Cette rencontre organisée en partenariat avec l'Agence de coopération internationale allemande pour le développement est une étape importante dans l'harmonisation des statistiques et la formulation d'une politique commerciale régionale. Le secrétaire d'État au budget portefeuille de l'État poursuit ses visites de travail aux administrations financières relevant de son département. Après les douanes ivoiriennes, Moussa Sanogo s'est rendu à la Direction générale des impôts. Lancine Bakayoko, reportage. Au terme des échanges avec la Direction générale des impôts, le secrétaire d'État au budget et au portefeuille de l'État appelle les agents à faire preuve de labeur, de dévouement et de transparence dans le recouvrement des ressources. Les grands axes de la politique, c'est d'aller plus loin dans l'informatisation que vous avez déjà commencé. Je pense qu'à la matière, nous avons beaucoup de travail à faire, nous avons beaucoup de marge en termes d'intégration, d'interconnexion de l'ensemble des systèmes informatiques. Avec cette numérisation, la priorité est donc d'élargir l'assiette fiscale et d'optimiser le rendement de ce secteur vital pour les caisses de l'État. Face aux enjeux, l'administration des impôts s'est dit déterminée à jouer pleinement le jeu. Il s'agit non seulement de renflouer les caisses publiques, mais surtout de garder son rang de première pourvoyeuse de ressources financières au budget national. Pour atteindre ces objectifs, quelques obstacles tout de même à lever. Il s'agit notamment des procédures de passation de marché. Il y a un arrêté portant procédure concurrentielle simplifiée dont l'application alourdit la gestion de notre budget et impacte négativement l'exécution de nos missions. Il y a également la procédure d'exécution des dépenses financées sur la taxe spéciale d'équipement qui constitue pour nous un réel souci. Notre vœu, c'est de voir revenir la taxe d'équipement à la maison.
aux problèmes soulevés par la Direction générale des impôts, le gouvernement s'engage à apporter des solutions appropriées. À fin décembre 2017, ce sont 1994 milliards de francs CFA qui sont attendus de cette régie financière. Allez, autre information, le Forum des droits de l'homme initié par la Commission nationale des droits de l'homme de Côte d'Ivoire a eu sa 15e session, porté la réflexion sur les réponses apportées par le gouvernement et l'Office national de la protection civile au phénomène des catastrophes naturelles et leurs conséquences en Côte d'Ivoire. On en parle avec Abou Sanogo. La Commission nationale des droits de l'homme de Côte d'Ivoire porte une attention à la question des catastrophes naturelles en y consacrant la 15e session du Forum des droits de l'homme autour du thème « Les réponses apportées par le gouvernement et l'Office national de la protection civile ONPC au phénomène des catastrophes naturelles et leurs conséquences en Côte d'Ivoire ». Il y a une catégorie de droits de l'homme, des droits de solidarité, qui traite des questions d'environnement. Et donc, c'est des questions des droits de l'homme. À partir du moment où il y a des morts, et donc la Côte d'Ivoire a ratifié le pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels. Donc c'est une question de droits de l'homme. À cette rencontre périodique de communication, la première portant sur la politique de construction et d'urbanisation en Côte d'Ivoire face aux inondations, présentée par le directeur général du logement et du cadre de vie au ministère de la construction, du logement, de l'assainissement et de l'urbanisme. Nous mettons en place des dispositions pour amener les populations à comprendre qu'elles n'ont pas intérêt à adopter certaines attitudes qui peuvent nuire à nos ouvrages. La seconde communication a porté sur le rôle de la protection civile dans la réduction et la prévention des catastrophes en Côte d'Ivoire, présentée par le lieutenant-colonel Fanoux de Clarence, responsable de la formation de l'Office national de la protection civile. Il faudrait que chaque citoyen soit formé au secourisme ou ait des notions. Voilà, d'abord, une autoprotection. Dès qu'il y a un danger, qu'est-ce qu'il faut faire? Dans un premier temps, il faut protéger. Ensuite, appeler les secours, la police, la gendarmerie, les sapeurs-pompiers. L'objectif de cette 15e session est d'envisager un plaidoyer solidaire pour une meilleure gestion des catastrophes naturelles auprès des autorités. Ainsi, la Commission nationale des droits de l'homme de Côte d'Ivoire se positionne comme un acteur en capacité de faciliter une consultation entre les acteurs nationaux qui interviennent dans l'assainissement et la gestion des catastrophes naturelles. Allons tout de suite au deuxième grand titre de cette édition. Hier, c'était la journée nationale de la solidarité. Le gouvernement ivoirien, lors de cette journée, a décidé de redynamiser le Fonds national de la solidarité au profit des populations. Mais ce fonds reste encore méconnu. À qui est-il destiné? À quoi sert-il concrètement? Élément de réponse avec Gabriel Zani. Rien que pour 2017, plus de 1000 familles sinistrées ont été recensées lors des pluies diluviennes à Abidjan et dans des localités de l'intérieur du pays. Ces sinistres et bien d'autres situations dramatiques accroissent le nombre de personnes dans le besoin. C'est le cas notamment des habitants de Kpakossou et Pont-Brimé, dans les sous-préfectures de Divo et de San Pedro. Ces villageois ont été délogés par des inondations d'une rare violence. Ici, là, c'est chez la couturière. Ici, c'est un maquis, là, c'est un bas. Voilà chez moi, chez ma grande soeur, chez mon grand-père. Donc, quand la maison est cassée, je voulais sauver les enfants. J'ai pris la petite fille pour aller déposer là-bas. En mon retour, je ne vois plus les enfants. Il y a au moins 3 à 4 jours qu'on ne peut pas aller à San Pedro et on ne peut pas aller aussi à Abidjan. Donc, on est au milieu. Vraiment, on a un problème même de manger. Les nourritures qui étaient dans la boutique sont finies. Il n'y a pas riz, donc on ne peut pas aller au champ. On est au milieu du village. Face à ces cas d'urgence, une réponse s'impose. Le gouvernement opte pour la redynamisation du Fonds national de la solidarité. Le Fonds national de la solidarité, c'est un fonds qui en principe existe depuis 1999, mais qui n'était pas opérationnel. En tout cas, pas en matière de solidarité. Et donc, quand le président de la République a créé le ministère à l'époque de la solidarité, de la cohésion sociale et de l'indemnisation des victimes, nous avons fait la demande d'opérationnalisation, de réactivation, de redynamisation de cette structure. Et donc, depuis 2016, le Fonds national de solidarité existe effectivement.
Le Fonds national de la solidarité ne répond pas seulement aux interventions d'urgence. Il sera mis aussi au profit des catégories sociales à faible revenu, des agglomérations dépourvues du minimum d'infrastructures de base. Il y a d'abord les personnes indigentes. Ce sont des personnes qui, selon des critères de classement au niveau international, ont moins de 500 francs par jour. Les personnes qui sont victimes de terrorisme, comme on en a vécu à Grand Bassam. Les personnes qui sont victimes d'accidents collectifs, on peut prendre l'engagement de construire une petite école par-ci, une maternelle par-là, un petit centre de santé ici, pour des individus, mais également au niveau communautaire pour des groupes. Le fonds sera renfloué par des dons de bonne volonté des institutions nationales et internationales et aussi par les contributions du budget de l'État. Pour 2017, ce sont 1,5 milliard de francs CFA que le gouvernement met à disposition. Une enveloppe que les Ivoiriens espèrent voir utilisée à bon escient. Je pense que c'est une bonne initiative, pourvu que ça serve vraiment à la population. Mais le souci, c'est au niveau de la gestion. Est-ce que les fonds seront bien gérés? Est-ce que ceux qui seront à la tête de cette gestion-là, est-ce qu'ils ne vont pas se servir ou bien les nécessiter? Pour la ministre de la Solidarité, les dispositions sont prises pour garantir la transparence de la gestion du fonds. Nous contrôlons, il y a des banques ou des structures de microfinance avec qui nous allons travailler, ou nous travaillons, qui suivent le déroulement, qui suivent le processus. Donc il y a un contrôle qui est tel qu'on ne peut pas s'asseoir à la maison et puis bénéficier de ce fonds-là. C'est le fonds de la solidarité, c'est pour aider les indigents. Quand on n'est pas indigent, on ne peut pas bénéficier de cela. Et une fois qu'on répond aux critères, on fait un tri des activités. Est-ce que c'est des activités ponctuelles ou des activités durables? Il y a une question de gouvernance qui est que l'argent de l'État doit aller aux personnes qui en ont effectivement besoin. La place de la fraude sera quasi inexistante, assure la ministre. Les populations également ont leur rôle à jouer dans la réussite de cette action. Tout un chacun doit pouvoir bénéficier de quelque chose, surtout du soutien de l'État. Toutefois, il faudrait que cela soit fait dans l'équité, des normes bien établies, qui est dans la précarité, afin que cette initiative puisse avoir l'adhésion de toute la population. Renforcer la cohésion sociale, c'est le but premier du fonds destiné à financer les différentes interventions. Il a été créé en 1999 et cette année 2017, le fonds sera mis en selle à la faveur de la célébration officielle de la Journée nationale de la solidarité. Gabriel Zanis, 98 réfugiés ivoiriens au Mali sont de retour en Côte d'Ivoire après 6 années d'exil. Le rapatriement volontaire a été organisé par le service d'aide et d'assistance aux réfugiés et apatrides et le Haut Commissariat aux réfugiés. Wilfried Hermanedjivé. À Noumabo, Marcory, 22 heures. Dans un coin de ruelle, des véhicules de transport en commun sont stationnés. Des passagers, hommes, femmes et enfants, descendent de ces véhicules. La route a été longue. Les passagers de ces véhicules, ce sont 198 Ivoiriens qui avaient choisi le chemin de l'exil au Mali voisin suite à la crise post-électorale. Le voyage fut long et fatigant. Les mots sont absents. On était heureux de rentrer. Comme on a duré sans voyager là, ça nous a un peu fatigué. Moi, je suis fatigué vraiment. Tout ce que j'ai envie de faire aujourd'hui, c'est de me reposer. Vraiment, je suis heureux. Plus de 900 km, c'est pas facile. Hein. Bon, on est bien arrivé. Dieu merci, tout le monde va bien. Après plusieurs années passées loin de leur pays, ils ont fait le choix du retour en terre natale. Selon des chiffres mis à disposition par le Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés, sur une population d'exilés ivoiriens au Mali estimée à 1000 individus, 609 ont déjà effectué leur retour au pays. Pour ce contingent, 198 regagnent la Côte d'Ivoire, une opération de rapatriement volontaire conduite par le service d'aide et d'assistance aux réfugiés et apatrides du ministère des Affaires étrangères, le Sahara. Accueillis au poste frontalier ivoiro-malien de Pogo, puis enregistrés à Korogo, ils ont mis le cap sur Abidjan pour l'escale d'une nuit au centre de transit d'Assab Sud à Noumabo. Les hommes là, vous allez être sur le hall. Hein? On a un hall là-bas, on va mettre les hommes là-bas. Dans les chambres, on va mettre les femmes. On fait venir des matelas tout à l'heure. Il y a des matelas ici. Donc dites à vos frères, tous les hommes là-bas, sur le hall. Heureux de retrouver leur pays, c'est une nouvelle vie qui commence pour toutes ces familles après les difficiles chemins de l'exil.
50 soldats ivoiriens renforcent leur capacité sur les opérations de maintien de la paix. Ils viennent de bénéficier d'un stage pour approfondir leurs connaissances. Le but est de mieux les former pour les prochaines missions de paix. Le stage a été organisé conjointement par le Mali et la Côte d'Ivoire. Abou Sanogo. Ce stage sur les connaissances fondamentales sur les opérations de maintien de la paix a regroupé 50 militaires ivoiriens. Pendant une semaine, ils se sont attelés à connaître le fonctionnement des opérations de maintien de la paix et leurs principes, l'établissement et l'opérationnalisation des mandats, l'évolution des opérations de soutien à la paix, la protection des droits des femmes et des enfants, les mécanismes de collaboration avec les partenaires et le respect de la diversité. La formation a été dispensée par des encadreurs et instructeurs de l'école de maintien de la paix de Bamako, Alioune Blondy Bey. Vous êtes aujourd'hui familier au fonctionnement des Nations Unies et à des opérations de maintien de la paix. Ces connaissances vous ouvriront, sans nul doute, de nouvelles perspectives dans votre carrière et dans la conduite quotidienne de vos tâches et responsabilités. Le stage de ces 50 militaires et gendarmes ivoiriens a été entièrement financé par la République fédérale d'Allemagne. Nous sommes convaincus que cette coopération plurinationale entre l'Allemagne, le Mali, la Côte d'Ivoire et bien d'autres pays du continent, ainsi que les échanges culturels qu'elle félicite, sont la clé pour garantir une sous-région stable et un développement durable. Les stagiaires sont maintenant aguerris pour aller en opération extérieure car ces cours sont des modules des Nations Unies pour la formation obligatoire préalable au déploiement. Impartialité, non-usage de la force, sauf en légitime défense. Voici les principes fondamentaux pour les opérations de maintien de la paix. Chers stagiaires, vous avez un souffle nouveau. Porteur de fierté, nous plaçons en vous un espoir très fort. Notre pays est résolument engagé dans la résolution des conflits, conformément aux instructions de son Excellence Monsieur le Président de la République, chef des armées. C'est dire tout l'intérêt que la hiérarchie accorde au renforcement des capacités humaines de notre outil de défense. L'école de maintien de la paix Alioune Blondy Bey du Mali a pour mission de renforcer les capacités opérationnelles des armées africaines dans l'exercice de recherche de la paix, de prévention et de gestion durable des conflits. Restons toujours en défense. L'état-major général des armées a récompensé les lauréats du défilé militaire du 7 août dernier. Le premier prix est revenu à la brigade féminine de la police nationale. Et nous allons rester avec Abou Sanogo. Les lauréats du défilé du 57e anniversaire de l'indépendance de la Côte d'Ivoire récompensés à l'état-major général des armées. Sur 48 détachements qui ont pris part à cette édition, 3 détachements ont été classés en tête avec 3 prix ordinaires et un prix spécial. Ainsi, la commission de notation composée de membres de toutes les unités ayant participé au défilé a pu évaluer lors des différentes prestations l'alignement dans les rangs, la distance entre le chef de détachement et la troupe, le salut du chef de détachement et la présentation de la troupe. À l'issue, le 3e prix est revenu au Centre interarmé de formation initiale militaire de Séguéla, le 2e prix à la section féminine de l'armée de terre et le 1er prix à la brigade féminine de la police nationale. L'école militaire préparatoire technique de Bengeville a reçu le prix spécial du défilé quand le prix du chef d'état-major général des armées a été décerné à l'enfant de troupe Paul Noneba Ibrahim, médaille d'or aux 25e Olympiade panafricaine de mathématiques au Maroc. Tout en félicitant le lauréat, le chef d'état-major général des armées, Touré Sekou, a invité l'ensemble des soldats au travail, à la cohésion et à se détourner de la violence. Depuis quelque temps, la situation sécuritaire s'est dégradée à cause des attaques qui ont eu lieu tant à Abidjan, à l'école de police, que dans cette localité à l'intérieur du pays. Ces actions néfastes qui visent à troubler la quiétude de nos populations seront combattues et traitées avec acharnement. C'est le lieu d'inviter les frères d'armes à se détacher et à se retirer de tels actes nuisibles afin d'éviter les sentiers précaires de l'incertitude
quant à leur carrière. Le général de division Touré Sekou les a également invités à la discipline, force principale des armées. Pour juguler les cas d'indiscipline, d'atteinte à la sûreté de l'État, de viol, d'absence, de vol, le président de la République, chef suprême des armées, a pris une ordonnance autorisant le chef d'état-major général des armées à rayer des effectifs des armées tout militaire passible de ces actes, sans recours à un quelconque règlement antérieur. Sur ce point, je vous exhorte chacun à son niveau à réviser son comportement pour l'image de l'armée. Un défilé des troupes à pied a mis fin à la cérémonie. Abou Sanogo, le réseau ivoirien pour la défense des droits de l'enfant et de la femme a organisé un atelier de formation sur le nouveau système d'archivage numérique des données. Objectif de ce système, sauvegarder les données en cas de cambriolage. Frédéric Oulaïch, Franck Quadio. Des images de bureaux cambriolés. Elles ont été prises en mai 2015 au siège du mouvement ivoirien pour la défense des droits humains MIDH et en octobre 2016 au siège de l'organisation Action pour la protection des droits de l'homme APDH à Adjamé et à Cocody. Ces attaques dans ces locaux ont causé la perte de documents administratifs. Conséquence, le premier cambriolage que nous avons eu en 2015 a engendré beaucoup de préjudice en termes de perte de données parce qu'on conservait des données sur un ordinateur central et l'unité centrale a été emportée. Donc tout de suite on a commencé à s'interroger, à voir est-ce qu'il ne fallait pas améliorer le système de conservation des données. Dans des tiroirs ou encore dans des casiers de bibliothèque, des documents confidentiels mal sauvegardés. La conservation du fichier administratif, voire d'informations sensibles en matière de droits de l'homme, est une réelle difficulté. Le réseau ivoirien pour la défense des droits de l'enfant et de la femme forme donc les organisations et ONG en charge de la défense des droits de l'homme. Le renforcement de capacité se situe au niveau de la sécurisation des informations de ces organisations-là. Parce que ces organisations travaillent sur des questions sensibles et donc ont besoin que leurs données soient protégées. Une formation financée par l'USAID et plusieurs partenaires désireux de travailler à la sécurisation des données recueillies. Une initiation au système d'archivage numérique bien perçue. Nous pouvons retenir que c'est une valeur ajoutée pour les défenseurs des droits de l'homme qui travaillent dans la recherche des informations. Mais une chose est de rechercher les informations, une autre chose est de parvenir à les sauvegarder. Cette méthode moderne d'archivage des données, une sécurité pour la conservation des dossiers confidentiels. Nous trouvons que cette formation est vraiment la bienvenue puisqu'elle pourra nous permettre d'entrer dans une autre dimension de la conservation de nos données. Environ 25 structures de défense des droits de l'homme formées à la maîtrise de ce nouveau système d'archivage numérique. L'association des femmes de la Bagoué résidant à Korogo fait de la scolarisation de la jeune fille dans leur région une priorité pour la première sortie de cette association. Ces femmes se sont retrouvées dans le village de Zaguichinasso, dans le département de Kouto, pour sensibiliser les populations sur la scolarisation de la jeune fille. Godefroy Okambawa, Chantal Eoma Akada. Ambiance particulière à Zaguinasso, un village de la sous-préfecture de Kouto. Les femmes de la Bagoué résidant à Korogo ont décidé de se retrouver dans cette localité pour célébrer les 20 ans de la création de leur association. Au cours de cette rencontre, il s'est agi pour elles de sensibiliser les populations sur l'importance de la scolarisation de la jeune fille et de l'encadrement dont elle doit bénéficier tout au long de son cursus scolaire. Pour cette première sortie de l'association des femmes de la Bagoué, résidant à Korogo, c'est également la remise d'un lot de produits pharmaceutiques au centre de santé de Zaguinasso. Selon la présidente de cette association, qui compte environ 100 membres, ces actions visent à une prise de conscience de la place d'une femme dans le développement socio-économique d'un pays.
La sous-préfecture d'Angoda, dans le département de Toumoudi, a quelques soucis avec ses infrastructures qui ne répondent plus. Les fils et filles de la localité s'activent pour renforcer les équipements de base d'Angoda. Le constat de Léon Brou Kwame de RTI Boaké. Angonda, à environ 20 km au nord de Toumoudi, de l'électricité et de l'eau potable, mais pas pour tous les ménages. La localité s'est agrandie et les installations devenues vétustes n'arrivent plus à couvrir les besoins des populations. Mon papa a installé l'eau, mais on ne gagne pas de l'eau. Nous nous réveillons souvent à 2 h du matin, 3 h du matin pour chercher de l'eau. Château là, c'est tout chez nous ici. Mais si ce n'est pas rempli, nous on ne trouve pas aussi. Et là-bas aussi, essouffle. C'est la même chose. Au centre de santé urbain, pas toujours évident de bénéficier de soins de qualité malgré la détermination du corps médical. La dégradation s'est aussi emparée de certains équipements, comme c'est le cas dans les 5 écoles primaires de la sous-préfecture. Une précarité renforcée par le manque de latrines et de cantines scolaires. Il faut aller dans la brousse pour déféquer et puis revenir. Maître comme élève, nous subissons le même sort. Besoin d'investissement dans l'école, la santé, l'eau, l'électricité, note la mission d'évaluation. Aussi nécessaire, des investissements dans l'habitat pour fonctionnaires et dans la cohésion sociale. Des chantiers qui requièrent la mobilisation de tous. J'invite les frères qui sont à Abidjan, qui sont partout dans le monde, à venir au village, qu'ensemble, main dans la main, nous puissions développer notre sous-préfecture. Destinataire des conclusions de cette mission d'évaluation, la mutuelle de développement d'Angonda pour une meilleure planification de ses projets. Ces émissaires conduisaient aussi une délégation d'amis et de potentiels partenaires au développement. À tous, les populations ont présenté des richesses culturelles d'Angonda. Léon Brou Kwame, ici en Côte d'Ivoire, les conflits agriculteurs-éleveurs impactent négativement la cohésion sociale dans plusieurs régions du pays. À Ouregeka, village du département de Niakarama-Dougou, ces conflits sont récurrents. Pour les éviter, la mutuelle de ce village a initié une séance de sensibilisation. Soro Corona, Kwadjo Kwame, Jean de Dieu Daniel, RTI Boaké. Les conflits agriculteurs-éleveurs sont récurrents dans de nombreuses régions du pays. Destruction des champs, abattage d'animaux et souvent perte en vie humaine sont les conséquences de ces conflits. Ouregeka, village situé sur l'axe Katiola-Niakarama-Dougou, n'échappe à cette triste réalité. Et cette question qui affecte la cohésion sociale entre les deux parties était au centre d'une rencontre entre la mutuelle de développement du village et le député de Niakarama-Dougou. Guy Bessongui Ndatien Sévérin a sensibilisé les agriculteurs et éleveurs sur la nécessité de la cohabitation pacifique. Le député de Niakarama-Dougou a exhorté les deux parties à privilégier le dialogue dans la résolution de ces conflits. Les populations ont salué la démarche du député de la nation. Elles se sont engagées à travailler à consolider la paix. Le président de la mutuelle de développement de Ouregeka a souhaité le déclassement d'une partie de la forêt afin d'accroître les terres cultivables des populations. Une action qui vise aussi à fixer les brevets valides au village. Après Ouregeka, le député de Niakarama-Dougou a intensifié ses séances de sensibilisation sur la cohabitation pacifique entre agriculteurs et éleveurs dans tout le département. Un mot des cultures, la deuxième édition du festival Ouan s'est achevée mardi dernier à Zaala, sous-préfecture de Touba, dans la région du Bafing. Elle a été organisée par le Club des Amis de la culture dans Vénance et Maniamien. 2 jours de festivités pour promouvoir la culture Dan et Maouka dans la région du Bafing. L'événement qui a mobilisé des milliers de personnes a eu lieu dans le village de Zaala, dans la sous-préfecture de Touba. Pour le Club des Amis de la culture Dan, initiateur du festival Ouan, cet événement qui est un moment de réjouissance vise à valoriser la culture Dan. Des prestations de danse, des masques Dan et Maouka ont tenu en haleine de nombreux festivaliers qui n'ont pas hésité à se joindre aux danseurs. Cette édition a été parrainée par Mariam Fatiga Fofana, présidente de la Fondation Africa Women Initiative, elle-même originaire de cette région. Pour elle,
Ce festival dédié à la valorisation de la culture est pertinent. En plus de promouvoir la richesse du patrimoine culturel du peuple d'An, il est également le témoignage vivant de la bonne et harmonieuse cohabitation qui règne au sein des peuples de cette région. Avec sa pérennisation, ce festival permettra non seulement de construire de nouvelles infrastructures routières pour avoir accès aux sites touristiques, de créer des réceptifs touristiques hôteliers dans la région pour accueillir les touristes. Ces acquis contribueront à la création d'emplois et par ricochet à la réduction rapide de la pauvreté dans notre région. Outre la promotion de la culture d'An, ce festival vise aussi à faire connaître les sites touristiques de la région. Ainsi, en marge du festival, une visite guidée des différents sites touristiques a eu lieu. Entre autres, la mare aux cellules sacrées de Silakoro, le forgeron de Yo et le mont Zaala. Voilà, nous allons terminer avec cette information. L'ouragan Harvey a touché, était hier vendredi soir sur la côte du Texas, à une cinquantaine de kilomètres à l'est de la ville de Corpus Christi. Harvey n'a cessé de se renforcer pendant son approche de la côte sud des États-Unis d'Amérique. Il a touché terre avec toute la violence d'un ouragan de catégorie 4 sur une échelle qui en compte 5 avec des vents de 215 km/h. Le président américain Donald Trump a déclaré l'état de catastrophe naturelle dans cette partie des États-Unis d'Amérique. Voilà, et c'est la fin de cette édition, supervisée par Michel Digré. Merci à la réalisation, merci aux techniciens, merci à vous également de l'avoir suivi et restez avec nous sur RTI 1.